Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier volet théorique consacré aux nombres complexes. Vous savez, ça fait 5 vidéos qu'on parle de ces nombres-là et je vais terminer par une petite application. Voilà, allez go, c'est parti. Donc rappelez-vous, quand on a vu la multiplication d'un nombre complexe par un autre nombre complexe, on a vu que ça donnait quelque chose, à savoir un nombre complexe. Mais si on fait référence au vecteur plutôt qu'au nombre complexe, on ne comprend pas l'opération multiplication entre ces deux vecteurs. Donc je vous rappelle ici l'exemple. Vous avez un premier nombre complexe qui est 2 plus 3i. Donc ça correspond au premier point rouge ici de coordonnées 2, 3. On commence à avoir l'habitude, on travaille dans le plan complexe. On peut aussi représenter ça à travers un vecteur que vous voyez en noir ici de composante 2, 3. Le deuxième nombre complexe 1 plus 4i sera associé à un point de coordonnées 1, 4 et donc à un vecteur de composante 1, 4. Si je multiplie les deux nombres complexes entre eux, je vais obtenir un troisième nombre complexe qui sera moins 10 plus 11i. C'est un calcul qu'on a fait régulièrement. Donc ici, on a un troisième point de coordonnées moins 10 plus 11 et donc un troisième vecteur de composante moins 10 plus 11. Comment obtenir ce troisième vecteur à partir des deux autres? C'est tout simplement impossible avec ici ce qu'on connaît de la théorie des vecteurs. Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la multiplication entre ces deux nombres complexes, 2 plus 3i et 1 plus 4i, va amener une rotation du premier vecteur par le deuxième. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, le deuxième vecteur ici va faire un angle de 75 degrés 96 avec l'axe horizontal. Le premier vecteur va subir une rotation de 75,96 degrés. On voit ici la visualisation d'une telle rotation. Donc vous voyez, le premier vecteur là est en train de subir une rotation dans le sens trigonométrique et va rejoindre le grand vecteur. C'est faire subir au premier une rotation. Et attention, vous avez remarqué ici, je vais dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire dans le sens anti-horlogique. Je vais du premier cadran au deuxième. Dans le plan, et puis alors, vous avez la direction. Votre petit vecteur noir ici sera reporté dans la bonne direction dans le deuxième cadran et on subit cette rotation de 75,96 degrés dans le sens trigonométrique. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui faire subir une dilatation pour rejoindre ici le point de coordonnées moins 10 plus 11. C'est-à-dire qu'on va agrandir ici le vecteur. C'est ça que j'entends par dilatation. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Par rapport au nombre réel, ou quand vous multipliez 2 par 3, vous obtenez 6, c'est-à-dire que vous avez dilaté le 2, c'est devenu plus grand, c'est devenu 6. Ici, il y a toujours la dilatation, mais il y a en plus une rotation. Et ça, c'est dû à la présence de notre deuxième nombre complexe qui va faire subir, pour une multiplication dans le sens trigonométrique, une rotation ici de ce premier vecteur. Voilà l'explication de cette multiplication entre deux nombres complexes. Alors, est-ce que ça marche également pour la division? Eh bien oui. Rappelez-vous, on avait toujours les deux mêmes vecteurs au départ, 2 plus 3i et 1 plus 4i. Et diviser l'un par l'autre nous amenait un troisième nombre complexe, ici qui était associé à un point de coordonnées 14 17e moins 5 17e. Et de nouveau, il y a cet angle de 75,96 degrés entre le deuxième vecteur, celui qui correspond à 1 plus 4i, et l'horizontale. Eh bien, ce 75,96 degrés va se retrouver entre le premier vecteur et le vecteur final. Ce qui signifie que
Quand vous avez divisé ici le premier nombre complexe par le deuxième nombre complexe, vous allez faire subir au premier à nouveau une rotation. Hein. C'est la rotation qui est due tout simplement à la présence de votre deuxième nombre complexe, à votre deuxième vecteur, cette rotation de 75,96 degrés, mais cette fois-ci dans l'autre sens, dans le sens horlogique. Donc la multiplication, c'est le sens anti-horlogique. La division, c'est tout simplement le sens horlogique. C'est la seule différence. Rotation dans les deux cas. Dans un sens, anti-horlogique pour la multiplication, dans l'autre sens, horlogique pour la division. Et la différence aussi, c'est que vous n'allez pas ici dilater le vecteur obtenu. Vous voyez, le premier a fait sa rotation, il est devenu plus petit, et là c'est une dilatation, donc entre guillemets, ça veut dire que tout simplement c'est une contraction. Ici, le vecteur est devenu plus petit, vous avez divisé par la norme du deuxième vecteur. Voilà. Donc, dans les deux cas, qu'est-ce qu'il faut retenir? Par rapport au nombre réel où on ne faisait que de dilater ou contracter un nombre, hein, si vous multipliez par 3, ben, le nombre est effectivement dilaté, vous passez de 2 à 6, mais si vous multipliez par un demi, ben là vous passez de 2 à 1, donc le nombre est contracté. Donc, ces dilatations, contractions, elles sont toujours présentes, mais en plus, vous avez des rotations. C'est ça la puissance, en fait, des nombres complexes. C'est que vous ajoutez une transformation du plan. Et c'est logique, hein, c'est pas sur une droite qu'on peut effectuer une rotation. C'est vraiment la présence du plan complexe qui nous permet d'envisager cette transformation du plan en plus. Et donc, retenez ça. Pour multiplier, c'est une rotation dans le sens trigonométrique. Pour diviser, c'est une rotation dans le sens horlogique. Alors, qui dit rotation dit forcément un lien avec des mouvements dans un plan. Et c'est l'application que je vais un petit peu voir ici. Je vais l'aborder vraiment de manière très brève parce que ce n'est pas un cours de physique et surtout parce que vous n'avez pas forcément tous les éléments à votre disposition pour voir ça. J'aurais pu aborder d'autres applications, hein, mais M. Brickman le fera beaucoup mieux que moi. En électromagnétisme, on va utiliser des nombres complexes tout le temps. Donc, je vous laisse voir ce cours-là pour avoir une idée de comment on les utilise. Pareil pour les ondes. Ça, ce sera dans votre cours de physique. Les ondes utilisent tout le temps les nombres complexes. Et que dire de la mécanique quantique qui sans les nombres complexes n'existerait tout simplement pas. Pensez à l'équation de Schrödinger. Donc ici, les applications des nombres complexes, elles sont vraiment très nombreuses. En fait, toute théorie physique un peu sérieuse va les utiliser. J'ai simplement abordé, moi, une application que probablement vous n'allez pas voir dans vos cours de physique ou d'électromagnétisme. Donc, finalement, le choix s'est restreint à ceci. Vous avez ce qu'on appelle une trajectoire curviligne. Hein, donc, la trajectoire, elle n'a pas vraiment de forme bien précise, sinon qu'elle n'est pas droite. Bon, voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle curviligne. Et en plus, elle n'a pas vraiment de forme circulaire, elle n'a pas de forme elliptique, enfin bon, bref, c'est un petit peu n'importe quoi. Donc ici, en noir, vous avez la trajectoire ici d'un objet qui est en train de se mouvoir dans le plan. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que vous avez un souci. Pourquoi? Parce que voilà le premier point. Quand vous commencez à étudier le mouvement de cet objet-là au temps t égale à 0, hein, donc puisque vous commencez à étudier le mouvement, vous êtes forcément au temps initial. Vous avez des coordonnées bien précises de ce point. Alors, on le voit plus ou moins ici, de manière plus ou moins précise à travers le graphique, mais l'abscisse au temps t égale à 0 de votre objet en mouvement, c'est 3,6 et l'ordonnée c'est 1,51.
Il y a également un angle, parce que les angles vont jouer un rôle important ici. Si vous joignez ici l'origine au point de départ de votre trajectoire, vous allez voir que par rapport à l'horizontale, vous faites un angle d'amplitude 22,73 degrés. Donc ça, c'est au temps initial. Au temps final, j'ai envie de dire, enfin c'est pas le temps final, puisque bien sûr notre objet va continuer à se mouvoir, mais en tout cas après 5 secondes, vous allez forcément modifier votre position. Alors vous êtes à ce deuxième point-là, dont l'abscisse vaut 3,06 et l'ordonnée vaut moins 1,6. L'angle a forcément changé aussi. Et maintenant, vous êtes avec une amplitude de moins 27,6 degrés. C'est très difficile de trouver une loi qui vous permette de deviner la position à n'importe quel temps t. Essayez de trouver un lien entre 3,6, 3,06, 1,51 et moins 1,6. C'est déjà pas facile puisque vous n'avez pas de forme bien précise. Hein. On aurait affaire à un cercle, on aurait affaire à une ellipse. Et on connaîtrait forcément l'équation de la trajectoire noire. Ici, on ne la connaît pas, donc c'est difficile. Et même l'angle ne va pas vous aider parce que passer de 22,73 à moins 27,6, c'est très difficile de déterminer la loi qui permet de connaître l'angle à n'importe quel temps t. Et en plus, vous avez ce problème-ci. Si moi je veux calculer la vitesse angulaire, donc je vous rappelle, la vitesse angulaire, c'est quoi? Il faut faire référence à un mouvement circulaire. Hein, vous allez faire des tours comme ça, des cercles complets. Et c'est le nombre de tours que vous faites par seconde qui va vous déterminer la vitesse angulaire. Donc, par exemple, si vous faites 5 tours par seconde, 5 tours complets, un tour complet valant de pi en radians, votre vitesse angulaire sera de 10 pi radians par seconde. Hein. Bon, ici, puisque je ne connais absolument pas la variation de l'angle, c'est difficile pour moi d'établir une loi précise de vitesse angulaire. Mais je peux faire comme si, en faisant varier ici mon angle par rapport à la variation du temps, c'est-à-dire finalement en calculant la dérivée de l'angle par rapport au temps. L'angle étant bien sûr fonction du temps. Alors, vous voyez ici qu'on va passer de moins 27,6 à 22,73 en 5 secondes. Hein. Donc, ce qui veut dire, enfin plutôt de 22,73 à moins 27,6 secondes, mais je dois faire le temps final moins le temps initial, donc l'angle final moins l'angle initial, ce qui va me donner moins 27,6 moins 22,73 et donc un total de moins 50,33 degrés. Ça pour un temps écoulé de 5 secondes. Donc, ça va vous donner une vitesse angulaire négative. Donc, c'est très peu pertinent. Donc, on a un gros souci ici. Eh bien, gros souci qui va être réglé par l'apparition des nombres complexes. Alors, comment fait-on? On fait comme ceci. Au lieu de considérer une position qui sera donnée par deux coordonnées x de t, y de t, hein, ce sont des fonctions du temps, bien sûr, vos positions changent en fonction du temps, vous allez considérer une seule fonction complexe qui sera définie comme l'abscisse x de t plus i fois y de t, donc l'ordonnée y de t. Voilà. Et vous allez obtenir forcément une fonction complexe. Ce sera un nombre complexe à chaque instant t. Et un nombre complexe, on sait aussi que ça peut se mettre sous forme trigonométrique. Donc, je peux l'écrire comme le module r de t fois l'exponentielle de i alpha t, où alpha est mon argument. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire évidemment à n'importe quel temps t. D'accord ? C'est vraiment transformer le plan à deux dimensions réelles en un plan complexe, tout simplement. Voilà. Et souvent, les calculs en sont simplifiés, et ça va être le cas ici. Pourquoi? Parce que je peux diviser ici les deux membres de cette première ligne par r de t, par le module. Donc, je vais avoir f de t divisé par r de t, ce sera simplement l'exponentielle de i alpha t. Si c'est vrai pour les fonctions, c'est vrai pour leur dérivée.
Donc, je vais appliquer la dérivée par rapport au temps dans chacun des deux membres. Alors, d'un côté, qu'est-ce que ça va me donner? J'ai f divisé par r, donc je dois calculer ici la dérivée d'un quotient. Vous savez que c'est l'ancien dénominateur qui va être remplacé par un nouveau dénominateur qui sera l'ancien au carré. Et au numérateur, vous allez avoir la dérivée de la première fonction fois la deuxième inchangée, moins la première fonction fois la dérivée de la deuxième. Et c'est ainsi que vous avez f' moins fr' divisé par r carré. Ça, c'est la dérivée de votre premier membre. La dérivée du deuxième membre, maintenant, vous devez dériver l'exponentielle, ce qui vous donne l'exponentielle, et puis vous devez dériver l'argument de l'exponentielle, donc dériver i alpha, ce qui va vous donner i alpha prime. Alors, n'oubliez pas que l'exponentielle peut s'écrire comme f divisé par r. Donc, ça peut vous donner i alpha prime fois f divisé par r. Maintenant, je vais multiplier par r et diviser par f, les membres extrêmes de cette série d'égalités. Pourquoi? Tout simplement pour isoler i alpha prime dans le second membre. Donc, je multiplie par r, je divise par f. Du coup, dans le premier membre, il va vous rester f' divisé par f moins r' divisé par r. Mais c'est là que les choses en fait se simplifient, parce que alpha prime, c'est un nombre réel, alpha est un angle, donc sa dérivée, c'est un nombre réel, ce qui veut dire que le second membre est purement imaginaire. Par contre, le module r est réel. Donc ça, on ne peut pas avoir un nombre ici réel qui serait égal à un nombre imaginaire. Et f, il est complexe, ainsi que sa dérivée. Donc, pour connaître la dérivée de alpha, c'est-à-dire la vitesse angulaire, parce que alpha prime, ce n'est rien d'autre que la vitesse angulaire. Pour connaître ici la vitesse angulaire, je n'ai qu'à prendre en fait la partie imaginaire de chacun des membres de cette équation. Et c'est ce que je fais ici. Donc, dans le second membre, la partie imaginaire de i alpha prime, c'est forcément alpha prime, d'accord? Et la partie imaginaire du premier membre, puisque r' sur r est purement réel, rappelez-vous, le module est purement réel, ça disparaît. Et il me reste donc la partie imaginaire de f' sur f. Et donc, voilà comment on peut déterminer la vitesse angulaire sans connaître la fonction alpha. Alpha est une fonction de t, d'accord? Et on aura ainsi, je vous ai mis tout simplement le calcul de la partie imaginaire de f' sur f pour déterminer la vitesse angulaire. Alors, par exemple, pour ce mouvement elliptique-là, regardez, ici, vous avez une belle ellipse avec les deux foyers de l'ellipse qui sont placés en 3 et en 10. Ce sont les deux points bleus. Et donc, la trajectoire ici, c'est une ellipse, d'accord? Et vous avez, par exemple, au temps t égale à 0, le point rouge. Donc, par rapport à l'origine ici de votre plan, on travaille à la fois dans le plan complexe et dans le plan réel ici, donc c'est un petit peu compliqué, mais c'est le cas. Vous allez avoir une distance de 13,72 et un angle de 18,65 degrés. C'est votre module, c'est votre argument, si on travaille en complexe. Bon. Ça, c'est au temps t égale à 0, mais ça varie. Deuxième point rouge, ici, vous n'avez plus une distance que de 10,13 et un angle de 46,26 degrés. Donc, à la fois, le module et l'argument varient au cours du temps. Et que représente la fonction f? Ça représente tout simplement le vecteur noir qui relie l'origine à votre point rouge. Donc, par exemple, ici, je vais me placer au premier point rouge, ici, qui est distant de 13,72 de l'origine. Bien, le vecteur qui relie cette origine à ce point rouge, ce sera le vecteur f, ce sera ma fonction position ici dans le plan complexe. Ce sera un nombre complexe ici.
Donc, ce qui veut dire que f' ne sera rien d'autre que ce qui est tangent, puisque la vitesse, elle est toujours tangente à la trajectoire, que ce qui est tangent à cette trajectoire-là. Hein? Donc, ça va donner quoi? C'est le petit vecteur noir ici. Alors, je l'ai pris de longueur égale à 2,23. Ça, c'est tout à fait arbitraire. Hein? Tout dépend évidemment de la vitesse de votre objet qui fait cette trajectoire elliptique. Mais admettons. En tout cas, la direction et le sens, ils y sont. La longueur, c'est un choix que j'ai opéré. Donc, vous avez f, vous avez f', et vous devez faire quoi? Diviser f' par f. Mais on vient de le voir, diviser un nombre complexe par un autre, c'est faire une rotation dans le sens horlogique. Alors, une rotation de combien de degrés? De 18,65 degrés. Ce qui veut dire que votre, ici, vecteur f, on va dire, enfin c'est pas un vecteur, hein, mais c'est un nombre complexe et on peut associer un vecteur à un nombre complexe. Donc, je vais faire cet abus de langage. Donc, votre vecteur f ici, en fait, il est horizontal. C'est le vecteur u'. Et, comme tout a subi un mouvement de rotation, votre vecteur vitesse, f', a subi aussi un mouvement de rotation. Donc, vous le voyez ici. Et que fait-il ici? En fait, vous avez un angle de 69 degrés par rapport à l'horizontale, par rapport à ce vecteur vitesse. Prendre la partie imaginaire, c'est tout simplement allonger ce 69 degrés à combien? À 90 degrés, parce que l'axe des imaginaires, il est perpendiculaire à l'axe horizontal. Donc, en fait, vous allez faire valser le vecteur vitesse, ici, en prenant la partie imaginaire, du point de vue de sa composante verticale uniquement. Alors, si vous revenez maintenant au point rouge d'origine, ça veut dire que vous avez un nouveau vecteur vitesse qui n'est plus tangent à la trajectoire, puisque ce n'est pas ici la vitesse vraiment de votre trajectoire, hein, à laquelle s'effectue votre trajectoire. En fait, c'est le vecteur vitesse angulaire, hein, donc on est en train de rechercher. Et donc ici, ce sera perpendiculaire à votre vecteur f, toujours cet abus de langage, hein, donc ce sera perpendiculaire à votre vecteur f, ce qui veut dire qu'il s'agit bien d'une vitesse radiale. Et donc, c'est ici la concrétisation de ce qu'on avait dégagé, que la vitesse radiale, alors pour avoir la valeur vraie, il faudrait encore diviser 2,23 par 13,72, hein, mais c'est tellement minime que je n'ai pas pu le représenter pour que ce soit visible. Donc, vous avez ainsi, en fait, la vitesse angulaire grâce à la théorie des nombres complexes, sans connaître quoi que ce soit de la fonction alpha de t. Donc, c'est quand même assez puissant. Voilà, donc ça, c'est une petite application que je voulais vous montrer. Il y a des gens qui remplacent les mouvements dans des plans réels par un mouvement dans le plan complexe. Donc, qui remplace les coordonnées x de t, y de t d'un mouvement dans le plan par une fonction complexe f de t qui sera définie comme x de t plus iy de t. Et il y a des simplifications majeures si on opère ce changement-là. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour vous mettre l'eau à la bouche. Vous verrez des tas d'autres applications en physique, en électromagnétisme, etc. Et j'espère que voilà, ça vous donnait l'envie d'en savoir plus et je vous remercie beaucoup pour votre attention.